En revanche, sur la réforme elle-même appliquée, William T., à chaque Français, au cas par cas, par rapport à l'âge, par rapport au nombre de trimestres, c'est une confusion totale. On s'y perd totalement. Et la clé, et peut-être la réussite de cette réforme pour qu'elle passe, c'est la communication. Qu'on y comprenne quelque chose, parce que franchement, on n'y comprend rien. Et c'est la difficulté des réformes à la française. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire la meilleure réforme théorique possible. Une fois que vous passez à la phase de compromis, à la négociation, à l'acceptation politique et sociale, vous êtes obligé de faire des compromis. Et donc, du coup, si vous faites un passage brutal de 62 à 64 ans, une grande partie des Français manifesteraient. Donc, il faut faire passer la réforme en douceur. Mais si vous faites passer une réforme en douceur, vous perdez en efficacité économique et sociale. Parce qu'en fait, le but de cette réforme de retraite est multiple. La première, c'est de rééquilibrer les comptes sociaux. Si vous étalez le passage de 62 à 64 ans, évidemment, le rééquilibrage des comptes sociaux prendra plus de temps. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que le but de cette politique, c'est d'augmenter la productivité et l'économie globale. Parce que si vous avez plus de personnes qui travaillent, votre PIB augmente, votre taux d'emploi augmente, et donc du coup, la production des richesses est supérieure, ce qui permettra d'avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour le système de santé, pour la sécurité, pour la justice, etc. Et je pense que c'est ça le point essentiel sur lequel on n'a pas travaillé. Et enfin, il y a un dernier point, je pense, qui est manquant à ce programme, c'est la politique des seniors. Parce qu'en fait, le taux d'emploi des seniors est beaucoup trop faible par rapport à l'Allemagne, et que si par cas on décale l'âge de départ à la retraite, mais de toute façon les seniors ne travaillent pas, ça fera un passage non pas des comptes de retraite, mais un compte de l'assurance chômage qui sera supplémentaire. Et je pense que c'est tous les points manquants de cette réforme. Et le problème qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de vision pour la réforme des retraites. À quoi sert normalement une réforme des retraites? À avoir un objectif économique, alors que lui, il a uniquement un objectif paramétrique d'équilibrage des budgets. Moi, je pense que la réforme des retraites devait comporter une phase de capitalisation pour que les Français commencent à investir dans ce que j'appelle un fonds souverain. Et une fois que vous mettez un fonds souverain, vous pouvez avoir plus de leviers économiques pour protéger nos entreprises, EDF, SNCF, ça c'est votre proposition. William, ce sera forcément une réforme injuste, parce qu'il y aura des mécontents, et sans doute plus de mécontents que de contents. Mais ça va se passer comme ça va être les syndicats et les branches les plus puissantes qui vont pouvoir obtenir les meilleures pénibilités du travail. Donc vous allez voir, ça va être toujours les mêmes, la SNCF, la RATP, etc., où les syndicats sont puissants, où ils ont une capacité de blocage important. Et même s'il faut passer la réforme maintenant, dans 5 ans, il y aura une manif, ils vont bloquer les trains pendant les fêtes de Noël, ils vont dire, si par cas vous négociez pas la question de pénibilité sur notre branche, on bloque le pays. Et ensuite, ils vont obtenir l'accord, et finalement, on va revenir, comme ce qui se passe à chaque fois, et comme sur la question des régimes spéciaux, à un système d'ancien régime où c'est les corporations les plus puissantes qui vont s'assurer les meilleurs privilèges, tandis que les autres y bosseront. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit sur la réforme des retraites. Quand vous regardez les comptes spéciaux, les régimes par compte, en fait, vous voyez que le système général est parfaitement équilibré dans les 20-30 prochaines années, et en fait, les Français doivent travailler plus longtemps du privé pour soutenir les retraites du public, et donc du coup des fonctionnaires. Et c'est uniquement pour ça qu'on fait la réforme des retraites. Sinon, en fait, on n'avait pas besoin de la faire. Les fonctions présidentielles à l'incarnation politique, William T., ça vous dérange aussi? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz qui explique qu'en gros, il y a la fonction d'incarnation d'un homme politique et d'un roi, en l'occurrence. Et donc, du coup, il doit à ce moment-là porter, il a l'incarnation de la France. Et il y a l'image privée. Et en fait, la difficulté, c'est que dans l'ère moderne, les deux se confondent. Vous n'arrivez plus à faire la distinction entre ce qui est public et privé. Et Emmanuel Macron a compris, moi je pense qu'il joue très bien, il a compris notamment en fait que pour devenir populaire, notamment on a eu l'expérience de Jacques Chirac, il ne suffit pas d'être un grand président, de faire des grandes réformes, il ne faut pas que la France soit rayonnante comme à l'ère Bonaparte, à l'ère de Gaulle. Non, il faut juste être sympa en fait avec les gens. Et ça, il a compris parfaitement. C'est-à-dire qu'en étant sympa, en n'ayant rien fait, parce qu'il faut se rappeler que Jacques Chirac était appelé roi fainéant, il est quand même le président le plus populaire. Il y a des classements qui le mettent quasiment au niveau de Gaulle quand même. Donc c'est quand même un sacré ressort. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il y a une question de tournant en fait. Il ne sait pas en fait ce qu'il faut faire. Il ne sait pas s'il faut être sympa et la jouer comme un peu Jacques Chirac ou Obama en étant un président cool et sympathique pour porter et être porté par les jeunes générations, ou il ne sait pas s'il doit rentrer dans la grande histoire à travers des grandes réformes, une place plus importante de la France dans l'Europe et une place plus importante de la France dans le monde. Et donc du coup, pour l'instant, il fait les deux. C'est pour ça que d'un côté, vous avez Macron avec Zelensky, avec les plus grands de ce monde, et de l'autre côté, vous avez des trucs qui sont au niveau très bas de gamme, qui est au contact des gens, et ils travaillent sur les youtubeurs aussi. Exactement. Ça s'inscrit exactement. Est-ce que ça peut mieux faire passer la réforme, ce genre de communication? A priori pas. Voilà, c'est ça. C'est aussi le fond et la forme. C'est une dichotomie. Mais c'est pas son objectif. En quelques secondes. Et Emmanuel Macron, là, il est plus sur la question de la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Ça, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Je pense que ce qu'il joue dès maintenant, et c'est pour ça qu'il a embauché un nouveau communicant, c'est de travailler sa légende, son histoire et son image de l'après. Je pense que c'est là tout ça. Par rapport à l'Assemblée, par rapport aux accords politiques, quels pourraient être les autres alliés? Pourrait-il y en avoir d'autres, William T? Non, il n'y en a plus. Non, il n'y a plus d'autres. Parce ça y est, là, on a fait les fonds de tiroir. La NUPES est toujours contre le report de l'âge. De toute façon, même le Parti socialiste a toujours été contre. Et même si finalement Hollande l'avait fait
en allongeant la durée de cotisation, et finalement ils ont été contre, mais ils ont renié François Hollande. Et le Front National, de toute façon, c'est leur commerce de raconter n'importe quoi. Donc de toute façon, ils seront contre. Quoi qu'il arrive, ils seront contre le gouvernement. Donc je pense qu'on a là de LREM jusqu'à LR, ça va se passer comme ça. Maintenant, c'est comment faire en sorte que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, il faut accélérer les procédures du vote, faire les votes bloqués et faire en sorte que les procédures ne s'étirent pas dans le temps. Parce que ce qui peut se passer, c'est comme sur les différents projets de loi de finances ou PLFSS, quand Elisabeth Borne est obligée de faire un 9e 49.3 sur chacun des textes. Et c'est pour ça qu'on a un véritable temps. À partir du moment où il y a un accord, il faut accélérer les temps de négociation, parce qu'en fait, chaque temps de négociation supplémentaire à l'Assemblée nationale est une occasion pour les syndicats, Mélenchon et compagnie, de bloquer le pays des jours, des semaines et des mois supplémentaires. Peut-on donc envisager, William T., le risque d'un janvier noir d'un point de vue social? Ah oui, non, je ne sais pas si ce sera exactement janvier noir comme vous l'imaginez. Si les gens imaginent que ce sera comme les Gilets jaunes, un grand mouvement populaire soutenu par l'opinion, ça ne marchera pas. On a remarqué d'ailleurs, pardonnez-moi William, on a remarqué qu'il y avait quelques milliers de personnes à l'appel des Gilets jaunes hier et 15 000 pour la marche pour les Kurdes. Oui. C'est-à-dire 3 fois plus. Je pense que ça ne marchera pas sur Paris. Par contre, est-ce que les syndicats vont réussir à bloquer les transports, les raffineries de carburant, tous les endroits stratégiques de la fonction publique et toutes les entreprises stratégiques de l'État? Ça, par contre, ils sont en capacité de le faire parce que ces endroits, ils sont très puissants. Et moi, je pense que ça pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas faire 2 choses essentielles? Un, restreindre ou limiter le droit de grève, parce que certes, il est constitutionnel, mais par cas, il doit être concilié avec d'autres principes constitutionnels. Et la liberté d'aller et venir est quand même très important. Ils vont quand même empêcher des millions de personnes d'aller bosser. Et il y a un deuxième point, c'est la question du financement et de la représentation des syndicats. C'est-à-dire que les syndicats sont surreprésentés par rapport à leur poids réel. Donc je pense qu'il faut poser 2 questions, c'est-à-dire conditionner leur financement, éventuellement couper leur fonction publique, leur subvention publique, et les associer à leur question de leur nombre d'adhérents et leur représentativité réelle. On l'a vu il y a quelques semaines avec la crise sur le carburant. Ça veut dire qu'en bloquant quelques raffineries, ils ont réussi à bloquer toutes les stations-service. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un sujet essentiel, c'est est-ce que le gouvernement essaiera de passer en force, quitte à y aller contre les syndicats. Et c'est là où on a un doute sur Emmanuel Macron, parce qu'on le sait, lors de la dernière réforme des retraites, il avait reculé à cause de Laurent Berger déjà et de la CFDT. Donc c'est pas exclu qu'Emmanuel Macron fasse des concessions supplémentaires sur ce projet de loi. Et il y a un deuxième point dessus, c'est-à-dire que si par cas les syndicats bloquent le pays, et à ce moment-là, est-ce que le gouvernement attend pas justement de pourrir la situation pour que les syndicats bloquent le pays, pour retourner la situation afin que les Français se tournent et soutiennent le gouvernement dans ce projet de réforme? La réouverture, la possibilité pour les Chinois de sortir de leur pays, qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue économique, pour le tourisme notamment aussi? Je pense que c'est la seule bonne nouvelle de 2023 qu'on a pour l'instant. Ça veut dire que quand vous regardez les économies mondiales depuis 2008, et à chaque fois qu'on était en période de crise, il y a toujours été un élément moteur à la croissance mondiale, c'était la Chine et l'Inde. Et donc à partir du moment où l'Inde et la Chine ouvrent leur économie, on peut espérer ne pas être en récession pour l'année 2023, dans la mesure où l'inflation en fait, qui se joue sur un simple fait. C'est-à-dire que la demande, c'est-à-dire que la consommation que veulent les ménages et les acteurs économiques est supérieure à la production mondiale. Et donc tant que les usines chinoises ne réactivent pas, ne relancent pas leur machine économique, on n'a aucune chance de lever et donc de battre l'inflation. À partir du moment où la Chine s'ouvre, c'est-à-dire que c'est leur affaire de contamination. Je vais être méchant, mais en fait, si eux sont contaminés, ce sera à eux d'y répondre en termes d'hôpitaux, de soins publics, etc. Ce ne sera pas notre affaire. Nous, le seul point qu'on doit voir, c'est quel est notre intérêt en termes d'économie, en termes d'inflation. Et sur l'économie, donc sur la croissance, sur l'inflation, le seul moyen pour qu'on puisse redémarrer, c'est que de relancer toute la machine productive et toute la machine économique. Et ça, il n'y a que quelques pays qui peuvent le faire. Il y a l'Inde, il y a la Chine et les États-Unis. Donc il faut que ces 3 pays repartent afin que nous, on puisse avoir une meilleure fin d'année 2023 qu'on l'a commencé. C'est un peu Dirty Harry quand même, là, William. Depuis quelques jours, révélation sur révélation. Il prend même parfois un petit peu des risques avec ses propos, mais tout cela pour une très très grande audience et puis surtout un ouvrage. Et surtout beaucoup de revenus financiers. Voilà, parce qu'il a signé des contrats assez conséquents. Non, mais en fait, le prince Harry, si on se rappelle bien, parce que du coup, moi j'ai regardé son documentaire avec son épouse, il faut se rappeler que lorsqu'il était plus jeune, il était déjà Dirty Harry, c'était le bad boy de la famille. Et en fait, il est en train de revenir à ses origines. Et moi, je pense que le sujet essentiel qu'a le prince Harry, c'est ce qu'il doit se souvenir, c'est qu'il fait souvent référence à sa grand-mère, la regrettée Elisabeth II, et à sa mère, la princesse Diana. Je pense qu'il doit se poser une question vis-à-vis de leur héritage. Est-ce qu'il est en train de respecter l'héritage d'Elisabeth II, qui avait quand même fait de son slogan et un adage
never explain, never complain. Est-ce qu'il est en train de respecter la légende qu'elle avait dressée pendant aussi longtemps en se comportant de telle manière, en attaquant l'héritage qu'elle avait laissé, donc la couronne britannique et la monarchie, la monarchie parlementaire. Et ensuite, après, est-ce qu'il est dans ce qu'il avait laissé comme héritage avec le roi Charles III maintenant et le prince William, en attaquant frontalement sa famille? Je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'idée que se faisait de la couronne Elisabeth II. Et je pense que là, il est en train de dériver dangereusement et ça lui coûte très cher parce que ça ne l'aide pas du tout. Et il va y avoir des répliques. Il va y avoir des répliques. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y aura des répliques parce que de toute façon, le Charles III et le prince William ne peuvent pas répliquer directement parce qu'ils perdraient en s'abaissant à ce tel niveau.